Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir c'est celui des matières premières avec le spécialiste, l'expert d'Ophi Invest AM, directeur de la gestion matières premières d'Ophi Invest AM, Benjamin Louvet à mes côtés. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Grégoire. Comment se passe la vie de cet ouvrage qu'on a déjà présenté, qui est sorti il y a quoi, un mois et demi, c'est ça, fin septembre, début octobre. Métaux, le nouvel or noir, demain la pénurie, point d'interrogation, paru aux éditions du Rocher et écrit avec Emmanuel H qui est directeur à l'IRIS. C'est ça. Et également, il travaille également à l'IFP Énergie Nouvelle. Et donc, qui reçoit des prix, c'est ça ? Oui, on a eu récemment l'honneur d'avoir le prix Marcel Boiteux du meilleur livre d'énergie de l'économie. Enfin, d'économie de l'énergie, pardon. On va le mettre dans le bon sens. Marcel Boiteux, qui est quand même un nom pour ceux qui connaissent l'énergie, puisque c'est le père du programme nucléaire français, l'ancien président d'EDF, qui nous a quittés malheureusement il y a quelques mois. Ouais, c'est ça. Ah ouais. Et voilà, c'était une belle reconnaissance de la profession, puisque c'est l'association des économistes de l'énergie qui nous a remis ce prix. Ça nous a fait très plaisir. Bon, mais c'est un sujet de toute façon, je crois, qui intéresse tout le monde et même au-delà de la sphère de l'investissement qui nous réunit. Et ce n'est que le début. Avant de parler des métaux, moi je voulais qu'on reparle quand même un peu du pétrole, Benjamin, parce que moi, je vois les cours du pétrole qui finalement n'arrêtent pas de baisser. Je crois que là, on passe sous les $70 sur le cours du WTI américain. On doit être au plus bas depuis 6 mois au moins. Alors même que le discours de l'OPEP et de l'OPEP+, semble être quand même un discours assez dur, avec l'idée qu'on va encore mettre en place des coupes de production supplémentaires, qu'il faudra tenir les quotas. La dernière réunion a été compliquée, on n'a pas pu se réunir tout de suite, on a fait ça en distanciel. Je crois que c'est le Nigeria et l'Angola, effectivement, qui font un peu bande à part dans la cohésion du groupe, pour dire les choses. Bref, j'ai l'impression que les messages portés par l'Arabie Saoudite et l'OPEP+, ont assez peu d'impact sur les cours du pétrole. En fait, ce qui s'est passé d'abord, c'est qu'il y a eu effectivement cette incompréhension, ou en tout cas cette volonté du Nigeria et de l'Angola de pouvoir maintenir leur production. C'est pas la première fois que ça arrive. Il y avait eu la nomination d'un comité d'experts la dernière fois déjà pour essayer d'évaluer à quel niveau ils pourraient produire. Finalement, il y a eu un accord, mais le marché a été déçu, a vu en fait dans cet événement des craquelures apparaître dans l'union qui semblait être très forte au sein des pays de l'OPEP pour encadrer le prix du pétrole. Donc, entre guillemets, j'ai envie de dire que le marché teste un petit peu la volonté de l'OPEP. Je crois qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que l'Arabie Saoudite a vraiment repris la main sur l'OPEP. Et je pense qu'ils ont fait passer un message très clair qu'eux font des efforts et qu'ils étaient prêts à continuer à faire des efforts, mais qu'ils n'allaient pas faire des efforts tout seuls. Donc en gros, c'est un peu ce qui s'était passé. La première fois que c'est arrivé, c'est en 2014, on en a déjà parlé. Bien sûr. Ils disent, écoutez, moi je suis prêt à prendre ma part, mais si vous ne prenez pas votre part, je ne prends pas ma part. Vous vendrez autant de pétrole que vous voulez, mais vous le vendrez 20 ou 25% moins cher. C'est vous qui voyez. Et donc globalement, jusqu'à maintenant, ils ont réussi à tenir tout le monde dans le rang. Là, en fait, au-delà de ça, le fait que le prix du pétrole ne reparte pas, pour moi, est plus problématique que ça. Et on le voit aussi dans la structure de prix à terme du pétrole, qui est en train de s'inverser. On a une structure de prix à terme qui était ce qu'on appelle en backwardation, c'est-à-dire que les prix court terme étaient plus élevés que les prix long terme, ce qui montre une situation de forte tension. Ça s'est retourné, on est passé en situation de contango. Et ça va plutôt montrer que on ne manque pas de pétrole à court terme. On voit en même temps les stocks de pétrole aux États-Unis qui remontent. Et tout ça laisse à penser que peut-être enfin les hausses de taux qui ont été décidées par les banques centrales commencent à porter leurs fruits sur l'économie et que la demande de pétrole est peut-être en train de ralentir. Et donc, ça justifierait la correction des prix qu'on voit actuellement. La bonne nouvelle, c'est que, enfin, la bonne nouvelle, entre guillemets, c'est que l'OPEP est présente, a annoncé une nouvelle réduction de production pour maintenir les prix du pétrole. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais ça montre bien que il y a une volonté de l'OPEP de garder des prix élevés du pétrole qui me semble relativement justifiée. Parce que quand on voit le prix des autres sources d'énergie, si on veut arriver, il y a plein de projets qui sont abandonnés dans les énergies renouvelables aujourd'hui, notamment au large des côtes de New York, parce que les coûts sont trop élevés avec la remontée des taux d'intérêt, parce que les prix n'avaient pas été indexés sur l'inflation, etc. Et donc, l'OPEP voit le besoin de pétrole se profiler et donc a besoin, pour pouvoir continuer à approvisionner le marché en pétrole, ils l'ont dit il y a quelques mois dans une conférence de l'OPEP, d'un prix du pétrole relativement élevé. Ils avaient dit la phrase exacte suivante: tout a un prix et la sécurité énergétique a un prix. Donc si on veut pouvoir produire le pétrole suffisant pour la consommation, eh bien il faut que les prix du pétrole remontent. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'année prochaine, l'Agence internationale à l'énergie attend encore un nouveau record de consommation de pétrole. Donc à court terme, il y a cette baisse, mais on sait
que dès l'année prochaine, on devrait voir la consommation de pétrole repartir. Le pic de consommation est prévu d'ici 2030, c'est ça, Benjamin ? Alors, dans le dernier rapport de l'Agence internationale à l'énergie, l'AIE expliquait que le pic de consommation de pétrole devrait arriver en 2028. D'accord. Ce qui a réjoui tout le monde en disant ça y est, enfin on y est. Ah ouais. Maintenant, quand on regarde le rapport en détail, malheureusement, on constate qu'effectivement en 2028, il y a un pic, mais que derrière, il y a quasiment une longue ligne droite légèrement descendante et qu'en 2050, on a encore une très forte dépendance au pétrole. Alors, de ce que je comprends de la COP 28, évidemment, très politique, mais c'est quand même un des sujets de discussion. C'est-à-dire, l'extinction de la production d'énergie fossile, pour certains, ne fait pas partie du plan de la transition. Ou en tout cas, il n'y aura pas de transition s'il y a une extinction. Ce sera une rupture, quoi. C'est-à-dire que ce sera pas. On ne peut pas gérer une transition si on veut éteindre, phase out, la production de fossiles trop vite. Il faut être très clair, trop fort. Grégoire. On n'a pas aujourd'hui la capacité de substituer le pétrole par autre chose, immédiatement. C'est simple, l'année dernière, la croissance de la demande d'énergie a été telle que, même si on a accéléré sur les renouvelables, le développement des renouvelables n'a permis d'adresser que la moitié de la croissance de la demande. Donc on n'a pas réduit notre dépendance aux énergies fossiles. Première chose importante. Deuxième chose, dans certains usages, et notamment la mobilité, on peut demain arrêter le pétrole et avoir autant d'éoliennes, de panneaux solaires, de nucléaire, de géothermie que vous voulez. Les voitures que les gens ont chez eux fonctionnent avec un moteur thermique. Et donc, si on ne veut pas avoir une rupture économique, quelque chose de très grave, parce que là, s'il n'y a plus d'énergie, l'économie s'arrête. Il faut prévoir une sortie progressive. Cette sortie progressive, compte tenu du fait qu'on a une production pétrolière qui, naturellement, si on ne fait rien tous les ans, baisse, c'est ce qu'on appelle la déplétion naturelle de 3 à 4%, doit être compensée par des investissements. Alors on peut discuter sur des investissements dans des nouveaux champs ou dans des champs déjà existants pour les maintenir. Toujours est-il que si on arrête totalement l'investissement aujourd'hui, je crois qu'il faut le dire de façon honnête, dans le pétrole, eh bien, on va vers une rupture qui va durer plus ou moins longtemps en fonction de l'accélération. Ça va très vite. La déplétion, ça va très vite. Voilà, en fonction de l'accélération qu'on va faire sur les énergies renouvelables, cette rupture va durer plus ou moins longtemps. Mais aujourd'hui, on est en retard partout sur les énergies renouvelables parce que je reprendrai un seul exemple. L'année dernière, les champs d'éoliennes et les panneaux solaires qui ont été raccordés au réseau aux États-Unis, en 2022, ils avaient été finis en 2017. Il y a un champ d'éoliennes qui a obtenu tous ses permis en France, dans le Poitou-Charentes, qui ne commence pas les travaux parce qu'on lui dit 8 ans. Il y a à Rotterdam des containers de panneaux solaires qui sont en train de patienter gentiment parce qu'il n'y a pas les permis, les autorisations ou les mains pour les installer en France ou ailleurs. Donc voilà, il y en a des tonnes qui attendent là. Avec ce qu'on veut. Il faut une volonté politique pour accélérer sur les énergies renouvelables, mais il faut être conscient que pendant ce temps-là, on ne peut pas arrêter les énergies fossiles. On ne peut pas arrêter toutes les énergies fossiles parce qu'on pourrait arrêter le charbon. Je pense que ça, c'est une des premières priorités. On peut se passer de charbon, on ne peut pas se passer de gaz, on ne peut pas se passer de pétrole. Pour l'instant, à court terme, il faut qu'on en sorte. Mais sur le charbon, on devrait pouvoir faire des efforts, en tout cas décider d'arrêter de faire des nouvelles centrales à charbon. Brésil dans l'OPEP+, c'est pas un petit pays, le Brésil ? C'est pas un petit pays, c'est des réserves de pétrole importantes, mais c'est des réserves de pétrole qui sont très difficiles à aller chercher. Pour l'essentiel, c'est de l'offshore très profond, qui n'a pas très bonne presse non plus en termes environnementaux. Je me souviens, la croûte. C'est ça, il y a une croûte de sel très importante à traverser. On a le même problème qu'au Venezuela. C'est Valourec qui racontait ça magnifiquement bien à l'époque. Il y a les plus grosses réserves de Venezuela, qui a les plus grosses réserves de pétrole au monde devant l'Arabie Saoudite. Mais il faut aller le chercher très loin. Donc c'est pas un game changer pour la... Je pense pas que ce soit un game changer, en tout cas pas à court terme. Ok. Venons-en aux métaux. Mais alors, c'est pas les métaux industriels qui... Moi, c'était vraiment les précieux. Parce que s'il y a un moment où il faut en parler, c'est aujourd'hui. L'once d'or, on a vu les futurs à 2150. Ça s'est un peu calmé. Mais ça y est, tout le monde a remis le nez sur l'or et les précieux. Tout le monde, non. Parce que quand vous regardez les détentions d'ETF, par exemple, elles continuent à baisser. Donc les investisseurs privés ne sont pas encore vraiment revenus sur ce marché. Ceux qui sont vraiment revenus massivement... C'est les banques centrales. C'est les banques centrales. Les banques centrales, en 2022, ont acheté 1136 tonnes d'or au total. C'est 25% du marché. Et on va faire pareil cette année. Elles vont faire pareil cette année. À la fin du troisième trimestre, elles sont déjà à 800 tonnes. C'est la deuxième meilleure année depuis plusieurs décennies après l'année dernière. Il reste encore un trimestre qu'on va voir. C'est peu probable quand même qu'on batte le record de l'année dernière. Mais surtout, ce qui est très intéressant, c'est quand on leur demande pourquoi elles achètent de l'or. Et les deux raisons principales que les banques centrales donnent, il y a un sondage qui est fait tous les ans auprès des banques centrales par un organisme qui s'appelle le World Gold Council, qui est publié en mai ou en juin.
Ils ont interrogé 57 banques centrales, 14 dans les pays développés, 43 dans les pays émergents, donc un sondage vraiment représentatif. 24% des banques centrales indiquent vouloir augmenter leur allocation alors dans les 12 prochains mois. 3% la réduire. Dans les 3%, il y a probablement la Turquie qui a voulu gérer ses problématiques de taux d'intérêt, de monnaie, etc. Il y a eu le Kazakhstan qui a fait des ajustements, qui maintenant les a terminés. Et 24% veulent augmenter leur allocation. Alors les autres ne veulent pas bouger. Et puis quand on leur demande pourquoi ils veulent acheter de l'or, les deux principales raisons qui sont données, c'est l'or ne présente pas de risque de contrepartie, ce que je traduis par l'or n'est la dette de personne. Et quand on a ailleurs dans ces actifs placer des obligations américaines avec un taux d'endettement de 120% du PIB, des obligations européennes avec des taux d'endettement très élevés dans un certain nombre de pays, des obligations japonaises avec un taux d'endettement de plus de 200% par rapport au PIB, la remarque est intéressante. Et puis la deuxième raison vraiment forte évoquée par les banques centrales, qui est encore plus intéressante à mon sens, c'est nous voulons acheter de l'or parce que les taux d'intérêt réels vont rester bas très longtemps. Les banques centrales qui fixent les politiques monétaires disent les taux d'intérêt réels vont rester bas très longtemps. Et donc, alors, toutes ne vivent pas dans le même monde. Hein. Il y a le monde des banques centrales émergentes, il y a ce qui se passe en Chine, etc. Elles n'ont pas toutes la même vision peut-être de leur taux réel bien sûr, mais on en revient respectif. Mais on a des banques centrales qui sont aujourd'hui, je le résume comme ça, prises entre le marteau de l'inflation et l'enclume de la dette. Le higher for longer, c'est pas higher forever. C'est ça. Et puis c'est higher for longer sur les taux nominaux. Oui. Non, mais on peut l'appliquer au taux réel. Il y avait encore une étude récemment qui est sortie il y a quelques jours, une note interne du FMI, qui explique que la baisse continue des prix de production des énergies renouvelables est de moins en moins probable parce que le prix des métaux, parce que le prix de l'énergie, parce que le prix de la main-d'œuvre. Et donc tout ça fait que la transition énergétique, on a déjà eu l'occasion d'en parler, sera probablement inflationniste et ça pourrait entraîner une inflation sous-jacente beaucoup plus pérenne que ce qu'on anticipe aujourd'hui. C'est quoi la perspective qu'on peut avoir? Déjà, les achats banques centrales, ça représente une part importante du price action sur l'or, parce que c'est aussi, vous le racontez, hein, en Inde aussi, il y a une demande physique pour l'or également, au-delà des demandes des institutionnels, des banques centrales. Ça offre quelle perspective en termes de cours, quoi, tout simplement? Moi, ce qui va compter le plus, c'est l'évolution des taux d'intérêt. On est clairement arrivé à un plafond sur les taux d'intérêt nominaux et donc sur les taux d'intérêt réels. L'inflation va probablement continuer à baisser un peu, mais à notre sens, derrière, elle pourrait remonter un petit peu à cause de ces facteurs structurels, la relocalisation, la transition énergétique. Oui, le régime d'inflation sera différent. On a un taux réel qui va plutôt avoir tendance à rebaisser. L'or s'apprécie en termes d'intérêt par rapport aux autres actifs en fonction, parce qu'il n'a pas de rendement. Donc si le rendement des autres actifs diminue, il retrouve de l'intérêt auprès des investisseurs. Oui, mais on a été quand même dans des périodes de taux réels très négatifs. Oui. On n'a pas vu ces prix-là sur l'or. On a vu des prix de l'or qui étaient montés à 2100 quand même. Hein. Donc, 2070 plus haut, donc on n'était pas très très loin. Il y a eu une petite exagération là parce qu'on anticipe maintenant pratiquement 5 baisses de taux l'année prochaine, ce qui est peut-être un petit peu exagéré, ce qui explique la baisse qu'on a connue depuis 2 jours sur le cours de l'or. Mais le cours de l'or, si on se base sur la relation historique, un peu cassé d'ailleurs entre les taux réels et l'or, relation inverse, donc quand les taux réels baissent, l'or monte. L'or a un potentiel d'aller sur les niveaux de 2300 à 2400 $ l'once, si tant est que les risques géopolitiques restent, parce qu'aujourd'hui, je le disais, cette relation est un peu cassée parce qu'il y a des primes qui viennent d'autres choses, des achats banques centrales, des risques géopolitiques. L'or a réagi également depuis les attaques du 7 octobre. Hein. Ça a été un point de départ, d'ailleurs, un déclencheur, un déclic. Plus important. Il avait monté au moment de l'Ukraine, il a monté au moment du Hamas. Il y a les tensions entre la Chine et les États-Unis, les tensions sur Taïwan. Il y a beaucoup d'éléments aujourd'hui d'incertitude. On sent bien que la mondialisation heureuse est peut-être un peu derrière nous et qu'il va falloir produire peut-être un peu différemment. Merci Benjamin, merci pour votre éclairage sur le secteur des métaux et les enjeux de transition énergétique, votre domaine d'expertise bien sûr. Benjamin Louvet, directeur de la gestion matières premières chez Ophi Invest AM, qui était l'invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir.